Au XIXe siècle, les Vanderbilt ont évolué d'un bateau à vapeur à la famille la plus riche d'Amérique durant l'âge d'or. Au cœur de cet empire étincelant se trouvait une matriarche cachée. Elle a vu la dynastie à son apogée et a vécu assez longtemps pour voir sa richesse et son pouvoir s'effondrer lentement sous ses yeux. Voici son histoire. La femme qui allait devenir connue sous le nom d'Alice Claypool Vanderbilt est née sous le nom d'Alice Claypool Gwynne le 11 novembre 1845 à Cincinnati, Ohio. À cette époque, Cincinnati était une ville modeste qui commençait à devenir une grande cité du Midwest en pleine expansion. Son père, Abraham Evan Gwynne, était avocat et sa mère Rochelle, fille de Henry Collins Flagg Jr., un éminent homme politique et rédacteur en chef. Henry fut aussi maire de New Haven, Connecticut, de 1834 à 1839. Alice avait également des ancêtres éminents qui ont combattu pendant la guerre d'indépendance, ce qui fait qu'elle descendait d'une famille américaine distinguée. Le père d'Alice est mort en 1855 alors qu'elle avait 9 ans. Sa mère a ensuite commencé une relation avec Albert Matthews, écrivain et journaliste sous le pseudonyme Paul Sigfolk. Ils se sont mariés en 1861, il devient le beau-père d'Alice. Ils ont veillé à ce qu'elle reçoive une éducation privée approfondie, centrée sur la littérature, la religion, les arts et les bonnes manières attendues des jeunes femmes de la haute société. Peu après le mariage, la famille a déménagé à New York. Et cet événement allait avoir un impact énorme sur le cours de toute la vie d'Alice à New York. Alice a rejoint la haute société vers 1860 alors que l'élite de la ville se constituait rapidement. Pendant l'âge doré, elle est devenue active à l'église épiscopale Saint-Bartholomew, une congrégation influente sur Park Avenue, au centre de Manhattan, tout en enseignant à l'école du dimanche. C'est là qu'elle a rencontré Cornelius Vanderbilt, deuxième héritier d'une des plus riches dynasties d'affaires américaines. Cornelius, de 2 ans son aîné, était déjà promis à la notoriété. Leur cour fut brève, et le 4 février 1867, Alice, âgée de seulement 21 ans, épousa un membre de la famille Vanderbilt, liant à jamais sa vie à l'un des plus grands noms de l'histoire américaine. Alice et Cornelius commencèrent bientôt à avoir des enfants. Ils en eurent 7 au total. Malheureusement, leur aînée, une fille prénommée Alice comme sa mère, née en 1869, est décédée en 1874. Leur deuxième enfant, William Henry, nommé d'après le père de Cornelius, vient tout juste d'atteindre l'âge adulte. Il est décédé lors d'une des dernières épidémies mortelles de typhoïde aux États-Unis en 1892 alors qu'il étudiait à Yale. Dans la vingtaine, les 5 autres enfants ont vécu beaucoup plus longtemps, bien qu'Alice ait survécu à tous sauf 3 de ses enfants. Le troisième aîné, Cornelius Vanderbilt III, est né en 1873. Sa relation avec ses parents est devenue extrêmement problématique après qu'il ait épousé Grace Graham Wilson, la fille d'un banquier new-yorkais. Cornelius III a été déshérité et ne s'est jamais réconcilié avec son père. Gertrude IV, l'une de leurs 7 enfants, est devenue artiste et a fondé le musée Whitney dans le quartier Meatpacking de Manhattan. Alfred et Reginald, les 2 fils cadets, nés en 1877 et 1880, deviendraient les principaux bénéficiaires de la fortune de leur père et étaient des hommes extrêmement riches. Le dernier enfant d'Alice, Gladys, est né en 1886, alors qu'Alice avait un peu plus de 40 ans, et elle épousera un comte hongrois en 1908. Pour comprendre comment la vie d'Alice a été transformée par son mariage, il faut d'abord saisir la fortune colossale dans laquelle elle est entrée. Dire qu'elle a épousé un homme riche ne suffit pas à décrire la réalité. Elle rejoignait la dynastie la plus puissante d'Amérique. Quand Alice a épousé Cornelius en 1867, son grand-père Cornelius Vanderbilt, encore vivant, dirigeait une fortune si immense qu'elle éclipsait presque toutes les autres du pays. Il débuta dans les années 1810 sur les bateaux reliant Manhattan au Queens, Brooklyn et au New Jersey, à une époque où l'île n'était pas encore reliée à ces endroits par de grands ponts. Lorsque les bateaux à vapeur ont été développés pour la première fois, Vanderbilt avait été l'un des premiers à adopter cette technologie. Il a vite développé une flotte de bateaux à vapeur, contrôlant une grande partie du transport maritime sur la côte Est. Il est alors appelé Commodore,
terme désignant le chef d'une flotte. Le Commodore a fait fortune dans le transport maritime, puis a investi au XIXe siècle dans les chemins de fer en expansion aux États-Unis. À la naissance d'Alice en 1845, la fièvre ferroviaire gagnait le pays et Vanderbilt jouait un rôle clé dans le développement des chemins de fer sur la côte Est et la connexion de New York aux villes montantes du Midwest, comme Chicago et Cleveland. À la mort du Commodore en 1877, il laissa derrière lui plus de 100 millions de dollars, une somme presque inimaginable à l'époque, équivalent à plus de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Bien qu'il ait eu plus d'une douzaine d'enfants, le Commodore laissa 95% de sa fortune au beau-père d'Alice, William Henry Vanderbilt. William Henry n'avait pratiquement pas besoin de lever le petit doigt s'il le voulait, mais il travailla dur. Le monopole de son père sur les chemins de fer américains assurait l'augmentation de sa fortune. À sa mort en 1885, moins de 9 ans après son père, son héritage de 100 millions de dollars avait doublé pour atteindre 200 millions de dollars. Il en laissa la majeure partie à ses deux fils aînés survivants, Cornelius Vanderbilt II et William Kissam Vanderbilt. Ainsi, 18 ans après leur mariage, Alice et Cornelius, déjà très riches, accédèrent désormais à une fortune presque inimaginable. Un statut de milliardaire selon les critères d'aujourd'hui, propulsant Alice dans une vie encore plus luxueuse et consolidant son rôle de matriarche de la dynastie la plus éblouissante d'Amérique. Malgré toute leur richesse, la vie de famille d'Alice, Cornelius et de leurs enfants n'était pas sans problème, mais elle était tout de même, c'est le moins qu'on puisse dire, très confortable. En 1883, lui et Alice avaient commencé à superviser la construction de la maison de Cornelius Vanderbilt II, à l'intersection de la 5e avenue et de la 57e rue Ouest à Manhattan. Le manoir, plus grande résidence privée de New York, symbolisait la richesse et l'influence des Vanderbilt. Pour mesurer sa taille, il suffit d'y penser. Au premier étage se trouvait un salon, une salle de musique et une serre, tandis que la salle à manger du rez-de-chaussée servait aussi de galerie d'art. Alice et Cornelius étaient solidement ancrés dans la haute société new-yorkaise, bien qu'Alice elle-même fût bien moins obsédée par la reconnaissance sociale que sa belle-sœur ambitieuse, Alva Vanderbilt, qui menait une guerre délicate contre Madame Astor pour assurer sa place parmi l'élite de la vieille aristocratie de la ville. En mars 1883, lors d'un célèbre bal masqué d'Alva, Alice a stupéfié la foule avec une robe entrée dans l'histoire. En tant que robe à lumière électrique, en satin blanc, câblée pour transporter un courant électrique et ornée de perles de verre disposées comme des éclairs, la robe brillait littéralement. Clin d'œil éblouissant au tout nouvel éclairage électrique récemment installé à New York, le choix audacieux d'Alice est devenu la sensation de la soirée et a dominé la couverture médiatique, consolidant sa réputation de figure discrètement audacieuse. L'événement a établi une nouvelle norme à New York, portant les fêtes à un niveau d'extravagance et de spectacle inédit, et signalant la domination des Vanderbilt dans le monde étincelant et compétitif de l'élite de l'âge doré. En 1893, pour renforcer leur prestige, le couple fit construire la somptueuse résidence d'été The Breakers. C'était à Newport, dans le Rhode Island, et il s'agissait d'un vaste manoir de 70 pièces, haut de 5 étages, entouré d'un immense domaine. Alors que la maison de Manhattan a été démolie au milieu des années 1920 pour accueillir plus de gratte-ciel, The Breakers reste inscrit au registre national des lieux historiques. Malgré sa grande richesse, Alice vivait souvent seule dans ses vastes demeures, surtout après la maladie de son mari. Cornelius a été victime d'une attaque débilitante en 1896 et est décédé 3 ans plus tard, à l'âge de 55 ans, laissant Alice veuve avec une fortune colossale. L'opulence et la philanthropie généreuse de Cornelius faisaient qu'il avait augmenté la fortune qu'il avait héritée, tout comme son père avant lui. À sa mort, sa succession valait près de 73 millions de dollars. Alice a reçu une fiducie de 7 millions de dollars et un revenu de 5 000 dollars par semaine, tandis que le reste de la fortune a été réparti entre ses enfants. Après son décès, Alice s'est retirée de la société new-yorkaise pour se consacrer à sa famille. En retrait, elle a assisté, désespérée, au gaspillage de la fortune de son mari par ses enfants et petits-enfants.
Eux et leurs familles élargies ont mené des vies extravagantes dans des demeures luxueuses, ignorant l'érosion de leur fortune. Ayant été témoin de l'ascension spectaculaire de la dynastie Vanderbilt, Alice ne pouvait que peu de choses pour empêcher la lente et inévitable chute de la maison Vanderbilt. Matriarche des Vanderbilt, Alice soutenait activement de nombreuses causes caritatives. Chrétienne engagée, elle soutenait le Young Men's Christian Association de Manhattan et fut parmi les premières américaines à soutenir la Croix-Rouge, aidant lors de catastrophes comme l'inondation de Johnstown en 1889. La philanthropie d'Alice touchait aussi l'éducation et la culture dans les années 1890. Après la mort de leur fils William en 1892, elle et Cornelius financèrent le Vanderbilt Built Hall à Thiel en sa mémoire. Elle soutint l'hôpital de Newport jusqu'à sa mort et fit l'un de ses dons les plus durables à la ville de New York. Des grilles élaborées pour Central Park, encore visibles à l'entrée du Conservatory Garden près de la 105e rue. Alice était également connue pour être un peu une tête brûlée dans ses opinions, surtout en ce qui concernait la religion. Une histoire fit la une au début des années 1920 quand Alice avait plus de 60 ans. Il s'agissait du docteur Layton Parks, ministre controversé nommé recteur de l'église Saint-Bartholomew à New York en 1904. Là-bas, il s'est forgé une réputation grâce à ses opinions indépendantes sur les questions théologiques. Par exemple, Parks estimait que l'idée selon laquelle la Vierge Marie était en fait vierge au moment de la conception de Jésus n'était pas vraie. Alice a longtemps fait partie de la congrégation de Saint-Barthélemy. Jusqu'au jour où le docteur Parks a prêché là-bas, exposant ce qu'on ne peut appeler qu'une théorie du complot. Il affirmait que l'Église catholique voulait contrôler le Royaume-Uni. Cela rappelait les craintes en Grande-Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle sur une tentative de recatholicisation de l'Angleterre par la papauté. Mais cela n'avait aucun fondement réel au début du XXe siècle. Le sermon de Parks exprimait plutôt les inquiétudes actuelles à New York sur l'arrivée massive de catholiques romains d'Irlande et d'Italie depuis les années 1880. Alice a clairement fait savoir qu'elle n'accepterait pas d'écouter de telles opinions, et elle a quitté la congrégation de Saint-Barthélemy, prouvant que même à la fin, elle restait redoutable. Le mari d'Alice n'a peut-être pas vécu vieux, mais elle a eu une vie bien remplie comme matriarche d'une grande famille. Par exemple, elle a eu plus d'une douzaine de petits-enfants et a joué un rôle actif dans leur vie. Cela concernait surtout les plus jeunes enfants d'Alfred et Margaret Mary Emerson. Nés en 1912 et 1914, ils étaient en nourrisson quand Alfred est mort lors du naufrage du Lusitania, en mai 1915, rendant leur grand-mère essentielle pour leur éducation. La vie d'Alice a été difficile à d'autres égards. Son plus jeune fils, Reginald, a développé un grave problème d'alcoolisme et est décédé en 1925 d'une cirrhose du foie à seulement 45 ans. Cependant, sa disparition a poussé Alice et l'un de ses enfants à reconsidérer de vieilles querelles familiales. En 1926, 30 ans après que Cornelius Vanderbilt III ait épousé Grace contre la volonté de ses parents. Durant cette période sans contact, lui et sa mère se sont finalement réconciliés. La réconciliation fut d'autant plus émouvante qu'il était l'un des 3 seuls enfants survivants qu'elle avait à cette époque. À sa mort en 1925, Reginald laissa une fille, Gloria, née en 1924. Elle est ensuite devenue créatrice de mode, mannequin et mère du présentateur de Cable News Network Anderson Cooper. L'héritage que Gloria a reçu bébé de son père a déclenché un procès scandaleux dans les années 1930 entre sa mère et sa tante. Un procès qui a rempli Alice de mépris, car elle jugeait qu'il exposait trop les affaires familiales au public. Fait intéressant, ces liens familiaux signifiaient qu'Anderson Cooper est l'arrière-petit-fils d'Alice, malgré le fait qu'elle soit née en 1845. Malgré les tragédies familiales, Alice resta une figure majeure et matriarche des Vanderbilt jusqu'à sa mort. Mais dans les années 1920 et 1930, la fortune familiale fut largement dispersée. La fortune du Commodore, jadis illimitée, fut dilapidée et répartie entre des centaines de descendants, affaiblissant l'empire qu'il avait bâti. En 1923,
Alice s'est installée dans une maison de ville au 857 5e avenue dans l'Upper East Side de Manhattan, laissant place à la démolition du grand Cornelius Vanderbilt, deuxième house, le manoir qu'elle avait construit aux côtés de son mari au sommet de la richesse des Vanderbilt. Elle y est restée pour le reste de sa vie, s'éteignant le 24 avril 1934 à l'âge de 88 ans. Fait remarquable, Alice a laissé plus de 10 millions de dollars, preuve de sa vie disciplinée de veuve. N'ayant jamais vécu au-delà de sa pension, elle avait préservé sa fortune. Ce faisant, elle est devenue l'une des rares Vanderbilt des générations suivantes à mourir en ayant dépensé moins qu'elle n'avait gagné. La matriarche a été inhumée dans le mausolée familial Vanderbilt à Staten Island. Elle a ainsi clos le dernier chapitre d'une vie marquée par des sommets éblouissants et le déclin lent de la dynastie la plus célèbre d'Amérique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Alice Vanderbilt. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. Si vous voulez plus d'histoires sur les Vanderbilt, faites-le moi savoir, ou si vous souhaitez en savoir plus sur les riches héritières américaines, dites-le moi aussi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.